Agnès Potier-Dumas, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue sur Radio J. On est ravis de vous accueillir. Levallois-Perret, 70 000 habitants environ 67 000. 67 000 et une communauté juive très vivante, très active, très importante. On va en parler. Un mot pour commencer de l'interview qu'Emmanuel Macron donne au journal Elle. Beaucoup d'annonces sur la GPA, sur la PMA. Il revient sur l'affaire Depardieu, mais il fait aussi une proposition sur les pères de les familles divorcées. Il dit il ne faut pas seulement avoir un droit de visite pour les pères, pour qu'ils voient leurs enfants, il faut avoir un devoir de visite. Le père ne peut pas se contenter de payer la pension alimentaire et de laisser la charge éducative, la charge mentale à la mère. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée dans l'idée de restaurer un petit peu la responsabilité en famille ? Alors sur le papier, oui, ça peut être une bonne idée. Simplement, on le sait très bien dans les faits, chaque situation est très particulière quand on parle de divorce. On a des mères qui seront évidemment très heureuses d'avoir un père présent auprès de leur enfant, y compris après un divorce, d'autres pour lesquelles ce sera plus compliqué. Donc je me mets aussi à la place de ces mères-là pour lesquelles qui n'ont pas envie de revoir le père. Oui. Exactement. Et quid d'un père qui a été violent avec son ex-épouse, quid d'un père qui a une attitude inadaptée vis-à-vis de ses enfants. Est-ce que pour eux aussi ça marche, ce devoir de présence ? Il faut toujours prendre des pincettes quand on lance ce type de bonne idée. Ça sera au juge des affaires familiales de bien sûr. Et au maire, de choisir, de dire ce qu'elles veulent. MERE, de pouvoir s'exprimer aussi en fonction de ce qu'elles estiment le mieux pour leurs enfants également. 7 octobre, 7 mai, hier c'était donc un triste anniversaire. Comment va la communauté juive à Levallois-Perret depuis la tragédie du 7 octobre ? Vous savez, je trouve que la communauté juive de France est très résiliente. C'est-à-dire qu'on a été à Levallois, vous l'avez dit, où nous avons une communauté juive importante et dynamique. La communauté juive de Levallois a été extrêmement sous le choc, a eu extrêmement peur à la suite des événements du 7 octobre, avec des craintes légitimes sur est-ce que cette attaque du 7 octobre va avoir des répercussions en France, sur les écoles juives, sur les synagogues, sur tous ces lieux identifiés comme ayant une population juive importante à l'intérieur. Donc il y a eu cette crainte très vive. Maintenant, comme à chaque fois, la vie continue. On ne peut pas vivre dans la crainte permanente. Et même si au début, ces juifs de Levallois sont venus me voir en disant « Mais Madame le maire, comment on fait pour sécuriser les écoles, sécuriser les commerces cachers, sécuriser les restaurants, sécuriser tous les endroits où vont nos enfants ?» où j'ai pu effectivement compter à ce moment-là et je les remercie sur Sentinelle, sur les services de la préfecture, etc. pour nous aider à sécuriser tous ces bâtiments. L'État a répondu présent pour la protection. L'État a répondu présent. Là, vraiment, je tiens à le dire, l'État a répondu présent parce que nous, à Levallois, bien que nous avons une police municipale très développée et très active, on a 69 policiers municipaux armés sur les territoires de Levallois, un territoire de 2,5 km et demi. Clairement, quand on monte sur un niveau de Vigipirate, vigilance attentat, c'est plus du ressort de ma police municipale. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre des policiers municipaux devant des écoles, devant chacune des écoles publiques ou privées de Levallois. Je ne peux pas mettre des policiers municipaux devant chacun des lieux de culte. Je ne peux pas mettre des policiers municipaux partout dans la rue pour surveiller. C'est-à-dire qu'en cas d'attentat, ils ne sont ni équipés ni assez protégés pour pouvoir riposter. Le risque zéro n'existe pas, mais là aujourd'hui, vous pensez que le niveau de protection est satisfaisant ? C'est toujours compliqué à dire parce que, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe jamais. À Levallois, on veille constamment pour que la population se sente en sécurité et qu'elle le soit le plus possible. Maintenant, effectivement, chacun doit être vigilant. Les forces de police nationale ont répondu présentes après le 7 octobre, où on avait une présence des sentinelles statiques en permanence devant les écoles et devant les synagogues. Maintenant, c'est-à-dire qu'on repart sur un retour à la normale où cette présence est moins statique mais plus mobile. Donc oui, il y a de la présence, mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Et est-ce qu'il y a des tensions ? Est-ce que vos services vous ont fait remonter qu'il y avait une augmentation des tags antisémites, d'agressions verbales ? Est-ce que vous avez senti ce risque-là ? À Levallois, non. Très honnêtement, à Levallois, non. On a une communauté juive qui, je crois, se sent bien. Une communauté juive qui peut sortir avec une kippa sur la tête sans avoir peur, je crois, de se faire agresser. Maintenant, c'est surtout peut-être à la communauté juive de poser cette question, mais je crois qu'à Levallois, la communauté juive se sent bien. On entend parfois ailleurs en Ile-de-France, il faut aller à Levallois. Oui, c'est vrai. À Levallois, on est plus protégé. Vous sentez aussi cette adresse, cet aspect refuge ? Bien sûr, oui. Oui, c'est vrai. La communauté augmente, se développe. Qui nous vient de villes de Seine-Saint-Denis ou de l'Est parisien, où ils se sentent désormais moins en sécurité. Et ils viennent s'établir à Levallois quand ils le peuvent, oui.
La montée de l'antisémitisme, c'est pour tout le pays, bien entendu. C'est plus 300% des actes recensés. Ce que le Premier ministre Gabriel Attal a appelé lundi soir au dîner du CRIF une déferlante antisémite. Qu'est-ce qu'un élu local pense de son pays quand il voit cela ? On est inquiet. Tu sais, quand on est élu local, on s'inquiète constamment. On s'inquiète constamment pour sa population. On s'inquiète constamment de savoir si les gens sont en sécurité et vivent bien dans nos communes. Quand on voit effectivement qu'on a des actes antisémites qui explosent et qu'on est à la tête d'une ville où la communauté juive, encore une fois, est importante, identifiée et active. Quand je dis identifiée, c'est-à-dire qu'on a des commerces cachers en pied d'immeuble, qui sont visibles, qui vivent bien, etc. On s'inquiète et on s'inquiète pour son pays. On se demande si les réactions au niveau national vont être à la hauteur et pour faire en sorte que des communes comme les nôtres puissent continuer à vivre en sécurité. Des assises sont organisées par Aurore Berger. Elles ont touché là le monde associatif. Les élus vont y être associés jusqu'au niveau du Parlement. Ça peut être utile ou ça ne changera rien parce que les antisémites resteront antisémites ? Je crois que les gens de bonne volonté, pour le coup, n'ont pas attendu ce type d'initiative pour se parler et dialoguer. C'est-à-dire que moi, je le vois à Levallois. Alors vous allez me dire, Levallois est peut-être un cas un peu à part, mais pour parler de ce que je connais à Levallois, le dialogue interreligieux est une réalité. C'est-à-dire ça fait des années et des années et des années que les musulmans parlent avec les juifs, que les catholiques parlent avec les protestants, etc. Chaque année, depuis des années, on a un grand dîner interreligieux organisé à l'initiative de l'Union des musulmans de Levallois, qui regroupe toutes les communautés, auxquelles toutes les communautés sont invitées. Quand on a inauguré le grand centre culturel et culturel de Levallois de la rue Baudin, toutes les communautés religieuses de Levallois étaient invitées et présentes. Quand on a posé la première pierre à la mosquée de Levallois, toutes les communautés religieuses étaient invitées et présentes. Récemment, quand les catholiques, la paroisse catholique Saint-Justin de Levallois a organisé un chemin de croix, les juifs le rabbin Shalom Lelouch avait été invité et était présent. Ils ont fait une station ensemble pour prier contre le terrorisme. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait à Levallois, qui existe et qu'il faut évidemment souligner. Et ça se fait de manière automatique, naturelle, où les autorités, le maire doit être présent pour sans cesse leur dire « allez-y, retrouvez-vous ». Non. Alors c'est pas moi qui pousse en disant « allez-y, retrouvez-vous », c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais c'est quelque chose qu'on accompagne avec bienveillance. L'année dernière, on a accueilli justement en mairie de Levallois ce dîner interreligieux. Donc c'est quelque chose qu'on accompagne et qu'on suit avec beaucoup de bienveillance, bien sûr. Et est-ce que ce n'est pas surtout vrai pour les plus anciens, les têtes grises, et moins vrai pour les jeunes, qui se clanifient plus? Non, on a aussi cette nouvelle génération qui sent bien l'enjeu et qui est soucieuse de bien faire, soucieuse de poursuivre ce dialogue, soucieuse de continuer à avoir de bonnes relations. Enfin voilà, ça peut paraître un peu naïf et un peu utopique, mais je trouve que la nouvelle génération est quand même consciente des responsabilités qui pèsent sur ses épaules aujourd'hui. Quel regard vous portez sur la jeunesse que l'on voit à Sciences Po, à la Sorbonne, militer de manière très radicale contre Israël ? Je crois que pour la première fois de ma vie, je suis contente d'avoir raté Sciences Po quand je vois ça. Effectivement, on est face à des jeunes qui sont censés être demain l'élite de la nation, qui sont censés gouverner nos institutions ou siéger au sein des grands conseils d'administration des grands groupes français et qui prennent prétexte de ce conflit entre Israël et le Hamas pour déverser leur haine antisémite. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une population qui défendrait, parce que c'est une cause évidemment juste qui doit être défendue, qui défendrait le peuple palestinien. On est sur une population, sur une catégorie d'individus extrêmement durs, extrêmement violents, qui n'ont de cesse d'attaquer Israël. Pas de défendre le peuple palestinien, mais d'attaquer Israël. En parlant de génocide, en parlant de... C'est dur. Et vous prouvez qu'on peut diriger une grande ville en ayant raté Sciences Po. Donc voilà, la science politique, ça s'apprend aussi sur le terrain. Il y a une tentation dans la communauté juive, dans une partie aussi du reste de la population, de se dire le rempart, c'est le Rassemblement national. Voilà, c'est ceux qui vont, eux, vraiment mettre un coup d'arrêt. Vous l'entendez, vous le sentez ? Bien sûr, on l'entend. On l'entend dans l'électorat traditionnel des Républicains, on l'entend dans la communauté juive qui se disent, voilà, aujourd'hui, nous... encore une fois, j'étais au dîner du CRIF lundi et je discutais avec un invité présent aussi qui me disait, mais bien sûr qu'on a notre histoire juive qui fait que le Front National a longtemps été quelque chose que nous craignions, que nous redoutions, parce que antisémite. Aujourd'hui, je raisonne en tant que citoyen français, certes de confession juive, mais en tant que citoyen français, et j'estime, moi citoyen de confession juive, mais citoyen français, qu'aujourd'hui,
le parti politique le plus à même de me défendre, c'est le Front National. Et c'est que le pouvez-vous Rassemblement répondre national. à cela, vous élu de la sphère républicaine? C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une famille politique qui est à la peine depuis bien des années. Donc c'est vrai qu'il est compliqué pour moi, qui suis toujours fidèle à ma famille des Républicains, de venir lui proposer de revenir dans ces partis qu'on dit traditionnels, ou en tout cas appartenant au spectre républicain, parce qu'on a aussi le sentiment d'avoir échoué, c'est vrai. On entend certains parlementaires LR dire il faudra faire une alliance des droites et il vaut mieux qu'on soit à l'intérieur de cette alliance pour éviter les bêtises que pourrait faire le RN plutôt que d'être à l'extérieur. Moi, je préférerais que les Républicains redeviennent forts et attractifs. Et c'est possible? Je le souhaite. Alors oui, parce qu'on a encore une fois des élus brillants, on a des élus qui portent une voix forte de droite. On parlait de François-Xavier Bellamy, notre tête de liste européenne. On a également Gérard Larcher, qui est une figure importante au sein de notre famille politique. Je pense que c'est ces figures-là qui doivent peut-être de nouveau incarner quelque chose de plus fort et reprendre notre parti politique aujourd'hui. Ça peut passer par un pacte d'association avec la majorité présidentielle actuelle pour sortir le pays de l'ornière. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, mais avec un accord avec les LR, il y en aurait une. Il faut voir un accord pour quoi faire. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce qui est compliqué aujourd'hui avec le gouvernement et le président de la République, c'est qu'on peine à comprendre la ligne où est-ce qu'ils souhaitent nous emmener. C'est-à-dire qu'ils sont un coup à droite, un coup à gauche. Alors moi, je veux bien qu'on nous explique que c'est très pragmatique et que c'est comme ça qu'il faut avancer. Mais aujourd'hui... moi, j'ai une vraie conviction de droite. J'aimerais avoir un pays plus fort sur le régalien. J'aimerais avoir un pays plus fort sur les questions de justice, de police et d'immigration. J'aimerais avoir un pays qui s'occuperait moins de tout pour laisser un peu plus de pouvoir aux maires, notamment en termes de logement, notamment en termes de politique sociale, etc. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire clairement dans quel sens nous emmène le gouvernement. Il y a une fausse promesse de décentralisation. Ça fait des années et des années et des années. Même si on attend le rapport d'Éric Woerth, on attend des propositions. Ça fait des années qu'on l'attend. C'était déjà sous le précédent mandat Macron qu'on nous promettait une grande réforme des collectivités territoriales qui devait nous laisser plus d'autonomie, plus de moyens financiers, de vraies ressources propres, etc. Et ça ne vient pas. On l'attend, c'est-à-dire qu'on ne l'attend même plus. Alors, on ne peut pas ne pas en parler. Il va encore y avoir un procès autour du couple Balkany, puisque la Cour de cassation a annulé des dommages et intérêts. Alors, on va faire un procès non pas pour dire s'il y a des responsabilités, mais pour dire combien le couple doit à l'État. Vous n'en avez pas assez que le Valois, ça soit ça? C'est plus ça, je trouve, le Valois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le procès du couple Balkany, sur une histoire qui est déjà ancienne. Là, ils étaient au stade de la cassation. Voilà. Bon, Patrick Balkany, encore une fois, il a été un maire incroyable. Il a fait énormément de choses positives pour le Valois. C'est-à-dire que le Valois tel qu'elle est aujourd'hui, c'est grandement grâce à Patrick Balkany que cette ville est comme elle est. Maintenant, les Levalloisiens, ils évoluent aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nouveaux Levalloisiens qui n'ont pas connu ces années Balkany et qui veulent juste continuer à profiter d'une ville où il fait bon vivre, où ils ont de la sécurité, des commerces, des espaces verts, des entreprises, etc. Tout ça, c'est un peu derrière nous maintenant. L'image de la ville est devenue plus forte que l'image de ce passé politique et judiciaire? Je crois, et je le vois depuis 4 ans. Moi, je suis élue depuis 2020. On a des entreprises qui nous le disent, qui nous disent, voilà, maintenant, oui, on peut venir s'installer à Levallois avec nos collaborateurs, où on a de nouveau les banques qui nous prêtent. C'est-à-dire que pendant des années, les banques n'ont plus prêté à Levallois, parce qu'il y avait la question de la dette qui était très forte, évidemment, mais il y avait aussi cette question d'image qui était réelle. Donc, de nouveau, on a les banques qui prêtent à la ville de Levallois. Et vous serez candidate en 2026. Et je serai candidate en 2026. Agnès Potier-Dumas, merci, bonne journée, bon week-end. Merci à vous aussi. Merci beaucoup Christophe. Demain, votre invité à 7h45 sera Chrysoula Zakharopoulou, j'ai réussi à le dire, secrétaire d'État au ministère de l'Europe, chargé du développement et des partenariats internationaux. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook